forum de haut niveau sur les ODD à New York a pris fin. Le Togo s'engage à mettre en œuvre les grandes décisions de la rencontre au profit du bien-être de ses populations. Les professionnels de l'orthophonie au Togo dressent leur bilan après 10 ans d'activité. Un jubilé d'étain qui a permis de relever les forces et faiblesses de leur organisation. L'Allemagne est toujours le choc, 24 heures après l'attentat de Munich. Vendredi, un jeune homme a ouvert le feu dans un centre commercial. Bilan 9 morts. Ainsi s'articule le sommaire de cette édition. Bonsoir, bienvenue pour cette édition. Fin de la grand-messe sur les objectifs de développement durable aux États-Unis. Après près d'une semaine de discussions et d'échanges d'expériences sur la mise en œuvre des ODD à l'horizon 2030 à New York, le forum de haut niveau a adopté une déclaration ministérielle engageant les États à ne laisser personne sur le côté dans la mise en œuvre du programme 2030 sur ces ODD. Le Togo, qui a pris part à ces échanges, compte jouer pleinement sa partition dans un contexte de partenariat mondial. Isidore Koubatine. Après 3 jours d'échanges et de discussions à New York sur les premiers mois de la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030, les travaux du forum politique de haut niveau auquel ont pris part 22 pays volontaires s'est achevé sur une déclaration commune. Les 22 pays s'engagent à ne laisser personne sur le côté en apportant des actions concrètes sur les domaines dans lesquels les obstacles sont peu nombreux. Ainsi donc, les populations dont les besoins sont prioritaires seront particulièrement prises en compte dans les objectifs des ODD, à savoir les enfants, les adolescents, les jeunes, les peuples autochtones, les réfugiés, les déplacés, les migrants et les personnes vivant avec le VIH-Sida dans les zones touchées par les situations d'urgence ou dans les zones en proie à un conflit ou au terrorisme. Dans cette optique, le Togo compte jouer pleinement sa partition, conformément au rapport présenté par le chef du gouvernement, Selom Komi Klasso, sur l'état d'avancement de l'intégration des ODD dans les instruments nationaux de planification du développement. Ainsi donc, peut-on souligner plusieurs actions déjà visibles sur le terrain à l'instar du tout dernier né des programmes qu'est le PUDC. Cet ambitieux programme, selon le gouvernement, vient en complément aux initiatives d'appui aux populations vulnérables et vise de façon globale à contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie des populations vivant dans les zones peu ou mal desservies par les infrastructures et services socio-économiques de base et la réduction des inégalités sociales à travers des interventions ciblées. Face à l'ampleur et à la portée des objectifs de développement durable à atteindre à l'horizon 2030, les 22 pays volontaires en appellent à un partenariat mondial pour le développement durable revitalisé et renforcé dans un esprit de solidarité mondiale. Aussi, ce forum politique de haut niveau a-t-il également mis en évidence les liens entre science et politique générale et décidé de fournir aux décideurs un solide instrument fondé sur des données d'observation qui leur servira à promouvoir l'élimination de la pauvreté et le développement durable. Le même document sera également à la portée d'un large éventail de parties prenantes, y compris des ONG, la société civile ainsi que le grand public. Au regard de ce premier rendez-vous réussi sur l'évaluation de la mise en œuvre et du suivi des ODD, les 22 pays volontaires chargés de piloter la dynamique propose de fournir de façon périodique et après chaque 4 ans un rapport qui devra s'appuyer sur les principes d'objectivité, d'indépendance, de transparence, d'ouverture, de diversité, d'excellence et d'intégration scientifique et d'intérêt pratique. Le premier rapport devra commencer d'ici la fin d'année 2016 avec un groupe de 15 scientifiques indépendants dans la perspective de l'atteinte des objectifs de développement durable. Et en aparté, le chef du gouvernement, Selom Komi Klasso, a échangé avec le haut représentant pour les PMA, les pays en développement sans littoral et les petits insulaires en développement, Jayan Chandra Acharya. L'entretien a essentiellement porté sur l'appui garanti des Nations Unies pour accompagner le Togo dans son rôle de leadership dans la sous-région et dans ses efforts au profit de l'intégration sous-régionale. Les propos ont été recueillis par Isidore Koubatine.
Nous avions eu des discussions très enrichissantes avec le Premier ministre. Nous apprécions hautement le rôle de leadership que le Togo joue dans la région. Nous apprécions aussi les efforts qui sont faits dans le sens de l'intégration des questions de développement soutenable dans les plans nationaux de développement. Et nous, en tant que Nations Unies, sommes disposés à accompagner le Togo dans ce sens-là. Les objectifs de développement durable, 17 au total, sont relatifs à la réduction de la pauvreté, l'accès des populations aux besoins sociaux de base, la protection de l'environnement, bref, le bien-être pour tous. Cela nécessite qu'on communique bien là-dessus pour que tout le monde s'implique dans la réalisation de ces ODD qui viennent prendre le relais des objectifs de millénaire pour le développement. Et c'est pourquoi les médias et la société civile sont mis à contribution. Augustin Kossi, Christine Pétikialoudé. Les objectifs de développement durable ODD ne sont pas seulement l'affaire des gouvernants, mais une question qui interpelle tous les acteurs de la société. Et quel est le rôle des médias dans la promotion des ODD à l'horizon 2030 ? C'est l'interrogation qui a suscité débat et réflexion à cette conférence organisée par la Maison de la Presse. Les questions de la réduction de la pauvreté, de l'éducation pour tous, du bien-être et de l'accès de tous à des services énergétiques modernes, fiables, ont été largement partagées. Lutter contre la faim, éradiquer la pauvreté, promouvoir l'accès à l'eau pour tous, promouvoir l'accès à l'énergie, c'est un défi à relever d'ici les 15 prochaines années. Si on n'en parle pas, si on ne communique pas là-dessus, on n'aurait pas contribué à aider le gouvernement à avancer dans le cadre du développement durable. Les médias doivent produire des émissions, des articles, des enquêtes, des reportages sur différentes thématiques qui sont liées à ces ODD. Pour certains, les garants des us et coutumes doivent être aussi mis à contribution dans le processus. Pour d'autres, les objectifs sont à adapter aux réalités de chaque pays. Et la société civile, à travers l'entreprise sociale de marché commun partenaire de la Maison de la Presse, met au point un outil technologique pour combattre la pauvreté. Lorsque j'ai un compte marchand lié à l'ESMC, à cet outil-là, tout ce que je fais comme dépenses quotidiennes, je bénéficie des réductions qui sont en même temps des activités génératrices de revenus. Donc au lieu de téléphoner, de me déplacer, de m'habiller, de manger en termes de vivre, en ayant mon compte pour le faire sur la plateforme, je dispose d'un certain nombre de pouvoir d'achat en plus qui constituent en soi des activités génératrices de revenus. Le Togo fait déjà partie des 22 pays pilotes pour la réalisation des 17 ODD à l'horizon 2030 grâce aux différents programmes mis en œuvre, notamment le FNFI, le volontariat national et le programme d'urgence de développement communautaire. L'engagement de la Maison de la Presse a formé, recyclé et impliqué davantage les médias dans la promotion des ODD reste un moyen d'action sûr pour l'accomplissement de cet agenda planétaire. Les ODD, c'est aussi une bonne santé pour tous. On s'intéresse à une pathologie dont ceux qui en souffrent sont souvent discriminés. Le bégaiement, trouble de la parole dont s'occupent les orthophonistes. Ceux-ci se sont constitués en une plateforme qui se déploie depuis 10 ans au chevet des patients. Un jubilé d'été marqué par une journée de réflexion qui a permis à ces professionnels de se fixer de nouvelles orientations concernant l'avenir de leur métier. Quoi sigler, Patrice Boko. Parmi les professions de la santé, il existe l'orthophonie, un corps qui intervient dans la prévention, le dépistage, l'évaluation et le traitement des troubles de langage oral et écrit. Aujourd'hui, les orthophonistes fêtent les 10 ans de leur existence au Togo. Il y a de cela 10 ans que les premiers orthophonistes sont sortis au Togo. Et ces orthophonistes travaillent dans les différentes structures du Togo. Donc aujourd'hui, nous voudrons célébrer les 10 ans de leur pratique orthophonique, réfléchir sur tout ce qui a été fait jusqu'à présent et élaborer de nouvelles stratégies pour la promotion de l'orthophonie au Togo et en Afrique. Occasion pour les praticiens de faire une introspection sur les valeurs qui doivent servir de base pour la promotion, l'épanouissement et l'efficacité de leur département. À l'ouverture de la cérémonie de ce 10e anniversaire, le représentant du ministre en charge de la Santé a exhorté les orthophonistes au respect de certaines valeurs, dont l'éthique et la déontologie qui régissent leur métier. Ceci dans l'intérêt des patients.
Voyons de plus près ce que fait l'orthophoniste, prise en charge, exercice de diction et de langage. C'est tout un savoir-faire qui est mis au service des patients et cela nécessite beaucoup de doigté, de patience et de délicatesse. Patrice Bocco. Au sein de l'École nationale des auxiliaires médicaux ENAM de Lomé se trouve le département des orthophonistes créé en 2003. Ils pratiquent l'orthophonie, une profession paramédicale peu connue au Togo. L'orthophonie, une spécialité qui s'occupe des troubles liés au langage et à la bonne communication tels que le bégaiement, l'aphasie, la surdité, le retard de parole ou de langage. L'orthophoniste a un rôle à la fois dans le dépistage, dans l'évaluation. Quand un orthophoniste reçoit une personne, un patient qui présente une de ces difficultés, l'orthophoniste va commencer par faire un bilan très précis des capacités, des incapacités de cette personne pour après pouvoir l'orienter, peut-être vers des examens médicaux complémentaires et puis voir s'il y a besoin d'une rééducation orthophonique. Les cibles sont généralement les enfants qui ont des difficultés d'expression et les personnes victimes d'un accident vasculaire cérébral AVC. Aujourd'hui, avec le nombre sans cesse croissant de ces cas de maladie, des efforts se font pour que les orthophonistes jouent leur partition. Sur les 10 ans, il y a eu environ 15 000 de patients qui sont consultés. Il y a 9 000 qui sont pris en charge et près de 90-95% ont retrouvé la guérison. Au Togo, il commence à y avoir de plus en plus d'orthophonistes qui sont formés à l'ENAM. Mais il paraît essentiel qu'il y ait encore de plus en plus d'orthophonistes qui soient formés ici à l'ENAM pour répondre aux besoins de la population. L'école des orthophonistes de Lomé est la première et l'unique dans la sous-région ouest et centre de l'Afrique francophone avec 10 étudiants en 2003. Aujourd'hui, elle forme des étudiants venus du Bénin, du Burkina, du Cameroun, du Congo, du Gabon, du Mali et du Togo. Et quel que soit son mal, le malade se doit d'être supporté, accompagné, aidé. C'est la solidarité. Et au-delà, l'on peut même assimiler cela à une forme de civisme. La politique nationale de la formation civique et d'éducation à la citoyenneté ne laisse rien de côté quant au comportement des citoyens devant faire du pays une nation où les valeurs républicaines sont promues, les institutions respectées et l'environnement protégé. Depuis sa mise en œuvre en 2014, quelle évaluation pourrait-on en faire? Charlotte Moussime a posé la question au directeur de la formation civique. C'est en juin 2014 que la politique nationale de la formation civique et d'éducation à la citoyenneté a été adoptée. 2 ans après, quel bilan? C'est un bilan mitigé. Et pour la raison simple que malgré les efforts du gouvernement, les actes inciviques continuent à se développer dans notre pays. Et nous nous posons la question, mais pourquoi tant d'incompréhension de la plupart des Togolais qui ne veulent pas emboîter le pas d'édification d'une nouvelle nation? Nous nous posons la question, pourquoi on continue à déverser les eaux usées sur les routes? Pourquoi on bouche les caniveaux des belles rues que le gouvernement nous a offertes aujourd'hui? Mais nous ne baissons pas les bras, nous continuons le combat. La politique prévoit dans ses actions prioritaires la sensibilisation et la formation de groupes cibles. Le rôle socio-éducatif des médias est vivement sollicité pour induire un changement de comportement au niveau des citoyens. La presse togolaise va davantage jouer son rôle d'information, de communication et de sensibilisation de nos populations. Nous attendons de vous une presse plus active, plus dynamique et plus engagée. Nous avons des stratégies d'incitation. Par exemple, nous allons vous aider à mener vos couvertures médiatiques. Nous aurons des incitations également en délivrant peut-être le prix du meilleur journaliste citoyen ou du nouvel organe citoyen. Toutes les parties prenantes sont invitées à s'approprier cette politique pour assurer sa réussite. Elle prend en compte les questions de salubrité et de protection de l'environnement, le respect des institutions, la promotion des idéaux républicains, le patriotisme et bien d'autres valeurs.
Et l'histoire a démontré à travers le temps que les femmes sont de vraies patriotes. À l'ère de la globalisation, elles sont surtout appelées à être de vraies actrices de développement. Quel leadership féminin pour une Afrique émergente? C'est autour de ce thème que le Cercle d'initiatives citoyennes pour le challenge et le changement en Afrique organise un important forum à Lomé du 31 juillet au 5 août prochain. Sylvain Abdou, précision. En dépit des efforts entrepris pour la promotion du leadership féminin, la participation de la femme au poste de décision reste encore extrêmement faible selon certaines statistiques. Cela est dû à quelques facteurs, notamment le manque d'incitation et l'éveil des consciences. Le Cercle d'initiatives citoyennes pour le challenge et le changement en Afrique, conjointement avec l'Institut du droit d'inspiration et d'expression française, s'engage donc à relever le défi. C'est ce qui se fera à travers un forum international que Lomé abritera du 31 juillet au 5 août prochain. Ce rendez-vous verra la participation des pays africains francophones et d'ailleurs et tournera autour de la thématique quel leadership féminin pour une Afrique émergente. Pendant ce forum, nous aurons des discussions en plénière, des travaux en laboratoire, mais également des rencontres individuelles avec les participants. Nous créerons des conditions de contact permanent avec ces personnes pour qu'on puisse recueillir des avis sur des questions ponctuelles et également obtenir leur avis sur l'évolution de l'Afrique. Parce qu'il faut dire que l'enjeu de ce forum, c'est de poser la question de l'émergence africaine dans un contexte beaucoup plus concret. À terme, cette plateforme de Lomé va permettre la création d'un réseau dénommé Observatoire du leadership féminin en Afrique. Ce réseau servira de base susceptible de favoriser l'éclosion d'un leadership féminin axé sur une synergie d'action entre les différentes parties prenantes au forum. Avec cet instrument, chaque pays aura désormais la possibilité d'évaluer l'effectivité et l'efficacité du leadership féminin au plan national. L'École supérieure de gestion informatique et des sciences SGIS a procédé ce samedi à la remise de diplôme à 16 étudiants de la 22e promotion en fin de formation. 412 récipiendaires ont reçu leur parchemin qui leur ouvre les portes du marché du travail. La cérémonie s'est déroulée au Palais des Congrès de Lomé en présence du ministre en charge de l'enseignement supérieur, Dodo Waré, Christine Petit-Kialoudé. Ils sont désormais qualifiés pour le marché de l'emploi ou encore se lancer à leur propre compte. 412 récipiendaires diplômés en sciences de gestion et de technologie, niveau licence et master. Pour ces impétrants, c'est la fin d'un parcours, la consécration de plusieurs années de travail. C'est une immense joie qui m'anime et qui anime tous les récipiendaires. Nous sommes toutes contentes de recevoir ce diplôme. C'est l'école des leaders. Nous avons fait une formation de 3 ans qui n'a pas été facile. Ça fait 5 ans que je suis au Togo. Je suis une nationalité guinéenne, donc la famille elle a mis tout en œuvre pour pouvoir me permettre d'aller aussi loin. Donc maintenant je vais voir si au niveau du Togo je peux obtenir quelque chose ou sinon je rentre au pays pour pouvoir voir si je peux apporter mon plus, mon expérience et essayer d'aller de l'avant. Banque, finance, marketing de communication, gestion des ressources humaines sont quelques-unes des filières de formation. Après 22 ans d'existence, SGIS compte des étudiants issus de plus de 20 nationalités et s'est fixé pour vision d'être une école d'excellence au profit de la jeunesse. Il y a des filières qui sont dites porteuses. Dans des filières dans lesquelles il y a encore beaucoup de débouchés. Nous avons, nous, à SGIS, un service d'orientation spécialisé qui conseille. Il ne faut pas faire toujours ce qu'on veut. Il faut aller donc à l'orientation pour rechercher les filières qui sont dites porteuses. Depuis quelques années, l'enseignement supérieur privé a amorcé un nouvel élan au Togo. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur a réitéré l'engagement du gouvernement à renforcer la dynamique entre l'État et ses institutions pour garantir la crédibilité des diplômes délivrés. Je saisis donc l'occasion de cette belle cérémonie de remise de diplôme pour exhorter tous les promoteurs d'établissements d'enseignement supérieur privé au Togo à cibler leurs offres de formation en axant les efforts sur des filières porteuses. L'éventail des formations ainsi constituées
doit venir en complémentarité et s'articuler harmonieusement avec celles proposées par les institutions publiques. SGIS a très tôt noué des partenariats avec de grandes écoles et universités de par le monde pour répondre aux défis de la mondialisation et de la globalisation, ce qui lui permet aujourd'hui de délivrer des diplômes reconnus par le CAMES, l'Union européenne, les États-Unis et le Canada. Les élèves de la 19e promotion de l'EFOFAT de PIA sont en fin de formation. Ce matin, ils ont porté leurs épaulettes de sous-lieutenant 2 ans après leur entrée dans ce centre. Ils vont rejoindre leurs armées respectives puisqu'ils sont issus de différentes nationalités. La cérémonie de ce matin a été présidée par le chef d'état-major général des forces armées togolaises. Nous y reviendrons beaucoup plus en détail dans nos éditions ultérieures. Fin de la conférence internationale sur la situation du VIH dans le monde. Les chiffres sont inquiétants. Plus de 35 millions de personnes vivent avec le virus à travers le monde. Les progrès dans les recherches sont fragiles. L'accès aux médicaments reste difficile dans certains pays comme la Guinée. Mais le gros problème, c'est la stigmatisation des PV-VIH. Mustapha est séropositif. Il fait partie des rares Guinéens à suivre un traitement contre le VIH. Pour se soigner, il doit se rendre à la clinique, mais 2 fois par an seulement. Maintenant, quand je viens, on me consulte, on me donne un ordonnance de 6 mois. Quand je viens, c'est directement à la pharmacie. Je prends mon médicament pendant 6 mois. Espacer les visites pour éviter les préjugés. En Afrique de l'Ouest et centrale, 1 adulte sur 4 atteint du sida a accès aux soins. Des lacunes qui s'expliquent d'abord par la stigmatisation, comme ici en Guinée. La plupart des Guinéens préfèrent ne pas connaître leur statut, ne pas faire leur test de dépistage, plutôt que de se découvrir séropositif. Ça, c'est un des gros problèmes qu'on a en Guinée. Le deuxième problème qu'on a, c'est qu'il y a quand même beaucoup de barrières à l'accès au traitement, que ce soit en termes économiques, parce que les patients doivent pouvoir se déplacer jusqu'au centre de santé pour pouvoir aller en consultation, aller chercher leurs médicaments. La lutte contre le VIH a largement été négligée ces dernières années dans la région et en Guinée comme ailleurs. Il y a un manque de volonté politique. Les dépistages sont rares, les services de santé inadaptés et les patients pris en charge trop tard. Sans parler des associations de patients complètement isolés. Maïmouna Diallo, travailleuse sociale et séropositive, peut en témoigner. On n'en parle pas, c'est un tabou. Les gens n'en parlent pas. Et les gens préfèrent rester dans leur cassette. Et à Conakry, c'est mieux, un peu mieux. Mais allez-y à l'intérieur du pays. Il y a des associations de personnes avec le VIH qui ne veulent même pas comme mettre le pancarte devant leur bureau, qui c'est une association de VIH. Personne ne veut en parler. Selon Médecins sans frontières, dans les pays en développement, 4000 personnes meurent encore du sida chaque jour. À Munich, en Allemagne, c'est toujours la consternation depuis vendredi soir où un forcené a ouvert le feu dans un centre commercial sans crier gare, tuant sur le coup 9 personnes. Tout le pays est en état de choc. Et des fleurs en mémoire des victimes de la fusillade. Depuis ce matin, les Munichois, sous le choc, viennent se recueillir en silence à proximité du centre commercial où l'attaque a eu lieu. Je voulais juste montrer que j'étais avec eux. Beaucoup feront pareil. Vous savez, ici c'est chez moi, j'ai toutes mes habitudes et maintenant je ne sais pas dans quel état d'esprit je serai quand je reviendrai. Je suis choqué. Vraiment. Je n'ai jamais vécu ça et honnêtement, je ne pensais pas que cela arriverait un jour à Munich. Dans toute la ville de Munich, un important dispositif policier reste déployé. Les enquêteurs, eux, sont toujours à la recherche du moindre indice. Cette nuit, des policiers suréquipés ont perquisitionné un appartement. C'est là qu'habiterait le père du tireur. L'auteur de la fusillade, lui, un germano-iranien de 18 ans, s'est suicidé peu de temps après l'attaque. De ce que nous savons, c'est un seul et même homme qui a tiré. Il a tué 9 personnes puis s'est suicidé. Au début, la situation était vraiment floue. On pensait qu'il y avait 3 suspects et on a dû boucler plusieurs quartiers de la ville. À ce stade de l'enquête, impossible de connaître les motivations de son geste. Aucune revendication n'a été formulée après cette attaque. Attaque qui a débuté ce vendredi vers 18h devant ce restaurant. L'homme ouvre le feu sur les passants à bout portant. Il pénètre ensuite dans le centre commercial. C'est la panique. À l'intérieur, des gens se retrouvent piégés. Bien que blessé par un policier, l'assaillant parvient à s'échapper. La zone est totalement bouclée, investie par la police et les secours.
Les populations évacuées, les transports en commun suspendus et les rues désertes. Ordre est donné de ne pas sortir. Une chasse à l'homme s'engage dans toute la ville en état de siège. La psychose s'installe pendant des heures. Au fil des heures, Munich sort du cauchemar. Mais 4 jours seulement après l'attaque à la hache dans un train à une centaine de kilomètres d'ici, le traumatisme risque d'être profond. Aux États-Unis, la question des violences liées au port d'armes s'invite dans la campagne électorale. Le sujet divise aussi bien les électeurs que les candidats. Depuis le début d'année, 7500 personnes ont déjà été tuées. Orlando faisait 49 morts. 3 semaines plus tard, 5 policiers étaient abattus à Dallas. Les attaques à l'arme à feu se multiplient aux États-Unis. À chaque fois, elles déclenchent des manifestations pour réduire l'accès aux armes. Mais au Congrès, les blocages sont nombreux. Tout le monde veut vivre une vie heureuse et en sécurité. Mais quand vous êtes entouré de colère, de haine et d'armes à feu, c'est difficile d'y parvenir. Depuis le début de l'année, près de 7500 personnes ont été tuées par des armes à feu aux États-Unis. Pour espérer accéder à la présidence, Hillary Clinton et Donald Trump ont dû se positionner sur cette question qui divise le pays. Je suis en faveur des contrôles complets des antécédents des acheteurs. Je veux refermer toutes les failles comme celles liées aux achats dans les foires ou en ligne. Son plan, c'est de désarmer les Américains qui obéissent aux lois, d'abolir le 2e amendement et laisser les armes aux mauvais types et aux terroristes. Ça n'est pas bien, ça ne se passera pas comme ça. Acheter une arme à feu aux États-Unis est assez simple. Après un contrôle d'identité, un citoyen peut obtenir un permis pour acheter et porter un pistolet ou un fusil. De puissants lobbies des armes, comme la NRA, défendent sans compter ce droit inscrit dans la Constitution américaine. La confiscation des armes est anti-américaine. Je ne pense pas que ça se produira. Nous allons continuer à posséder et acheter plus d'armes. Entre 2000 et 2013, la NRA, l'organisation Gun Owners of America et l'industrie des armes à feu ont dépensé plus de 81 millions de dollars lors des élections présidentielles et du Congrès. À l'approche de la fin de son second mandat, Barack Obama a multiplié les appels pour davantage de vérifications. Mais le Congrès, à majorité républicaine, ne semble pas vouloir se saisir de ce dossier explosif dans un pays qui compte davantage d'armes individuelles que d'habitants. Et puis, fin de 2 semaines de camp de vacances pour les enfants du centre Kekeli à Baguida, des travaux manuels, des activités sportives et ludiques autour du thème « Stop aux violences et aux abus sexuels faits aux enfants ». Gérard Lagoudou. Ce festival marque l'apothéose des activités de vacances utiles au centre Kekeli à Baguida. Ces 2 semaines d'activités ont été meublées de sujets relatifs à la protection des enfants. Les types de violences et abus sexuels, comment les prévenir, les dénoncer et les pièges à éviter, l'importance de la scolarisation dans la lutte contre la traite et l'exploitation des enfants. Il a été également question pour ces enfants de s'approprier les nouvelles technologies, comment en faire un bon usage pour leur développement personnel et celui de la société. Aussi, pour les aider, pour ne pas être, surtout dans ces périodes de vacances, on a essayé de créer des activités manuelles, perlage, dessin, activités sur comment faire les dessins, les décorations. Pour que les 2 semaines, il y a encore beaucoup de temps avant de commencer la rentrée scolaire. Mais le temps là, s'il arrive à s'exercer sur ces activités manuelles là, ça va leur permettre de ne pas se promener, de ne pas se promener pour être peut-être des victimes de l'abus sexuel. Du moment où nous sommes en train de véhiculer, de faire passer les messages, la façon dont les enfants réagissent, on sait que les enfants là, ils ont quand même retenu. Et nous sommes sûrs qu'ils auront à se protéger. Ils sont au total 323 enfants à avoir bénéficié de ces vacances utiles placées sous le thème « Stop aux violences et abus sexuels faits aux enfants ». Des attestations leur ont été remises à l'issue de cette journée de clôture.
Vous suivez demain à 13h un nouveau journal magazine, une innovation de la télévision togolaise, l'actualité mais aussi l'économie, les nouvelles technologies, l'environnement et bien d'autres rubriques composeront ce journal magazine. Notre invité spécial, Pakayota Kofi Baye. Il est le directeur des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Merci de votre aimable attention. Au revoir.